Troisième épisode du revers de la médaille. J'ai l'honneur d'accueillir la première femme de cette émission, Audrey Prieto. Audrey, on va commencer très simple. Je te laisse te présenter et ton palmarès. Merci Gisela. Écoute, moi je suis championne du monde de lutte. J'ai été 2 fois vice-championne d'Europe. J'ai plusieurs titres de championne de France dans différentes catégories de poids, puisque la lutte c'est un sport de combat à catégorie de poids. Et donc voilà, plusieurs titres de championne de France en différentes catégories. Et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Voilà. Ça pose. Tu es la première à avoir fait des Jeux Olympiques dans ceux que j'interviewe. C'est vrai? Oui, après les disciplines ne sont pas représentées chez les autres, mais voilà. Yes. On va parler des Olympiades. Avec plaisir. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse déjà pour te cerner, c'est essayer de voir est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un héritage familial dans le sport, ou alors tu as été la première à vraiment atteindre des niveaux de sport de haut niveau. Explique-nous tout. Alors moi, l'héritage, effectivement, j'ai pas pu échapper à la lutte puisque mon papa était entraîneur à l'ASM pendant plus de 30 ans. Donc il était un lutteur en équipe de France, il était en lutte libre, il a fait de la gréco-romaine aussi. Il était en parcours équipe de France, il a tenté la sélection pour les Jeux Olympiques aussi. Mais voilà, il a dû faire un choix dans sa vie puisque à l'époque, mon papa il partait beaucoup à l'étranger comme tous les sportifs de haut niveau. Et puis à un moment donné, ma maman a demandé de choisir un petit peu parce qu'elle ne le voyait pas souvent. Et donc ça commençait à être difficile pour la vie de couple. Et donc, voilà, mon papa a fait la décision de la famille. Et puis voilà, donc il était au port de l'équipe de France. Après, il est devenu entraîneur à l'ASM. Et moi, quand je suis née, quand je suis arrivée, il voulait un garçon. Donc ça s'est pas très bien passé au début, il voulait un garçon et donc voilà, pour l'anecdote, par exemple, il a demandé à ma maman si on pouvait échanger les berceaux à la maternité. Ouais. Elle était déterminée. Parce qu'il y avait un garçon à côté de moi. Elle était déterminée. Non, je plaisante. Papa, si tu m'entends, je rigole. Mais voilà, il était déterminé et effectivement, je suis arrivée et donc il n'y avait pas de nounou, il me gardait avec lui sur les tapis. Donc mes premiers 4 pattes ont été sur un tapis de lutte. Et donc après, j'ai fait de la lutte à partir de 3 ans, puisque la baby lutte... Naturellement, voilà. en fait. Quoi. Naturellement, comme c'est lui qui faisait les cours et qu'il avait ses fils, comme il les appelait, puisque tous les lutteurs étaient ses fils pour lui, et donc qu'il n'avait jamais eu, puisqu'il a eu que des filles, pour lui. 3 filles, donc dommage. Et ses fils, en fait, c'était eux qui étaient les entraîneurs. Et après, moi, j'ai grandi sur les tapis de l'ASM jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après, à 9 ans, ma maman m'a voulu que je change de sport parce que je devenais un petit peu agressive à l'école. Ah bon? Et elle pensait... Ça t'a pas tempérisé? Non, elle pensait que c'était la lutte. Et en fait, pas du tout. C'est que j'avais un manque de confiance en moi. Et dès qu'un garçon m'embêtait ou autre, j'étais très agressive. Mais c'était pas du tout la lutte, en fait. C'était moi, c'était ma personnalité. Et utilisais-tu des prises de lutte quand tu étais énervée après les garçons? Non, c'était juste verbal. Non, je mettais des coups de coude. Ça n'a rien à voir avec la lutte. Tu as dû partir en Muay Thai, en fait. C'est ça, en Muay Thai. En fait, je savais pas, j'aurais dû faire de la boxe. Et donc, en fait, elle était souvent convoquée avec mon papa, avec le directeur de l'école, parce que je tapais dans la cour de récréation. J'étais un petit peu la mauvaise personne qu'il fallait pas fréquenter à l'école. Et j'étais très agressive. Donc, elle m'a dit, c'est la lutte qui te rend agressive, il faut faire un sport féminin. Et donc, elle m'a dit, je vais te mettre à la gym et je vais te faire découvrir la gymnastique. D'accord. Donc, à 9 ans, changement de cap total. Et je découvre la gymnastique. Et là, j'ai fait 13 ans dans ce sport. 13 ans où je me suis découverte jusqu'à... de 9 ans à 22 ans, pas de lutte? Exactement, non. J'ai repris la lutte à 15-16 ans. D'accord. Et juste pour reprendre comme ça, tout doucement, mais je suis devenue entraîneur, juge, j'ai continué à faire de la gym jusqu'au championnat de France. On a fait l'UFOLEP, on a fait les compétitions de la Fédé, de gym. D'accord. Et puis j'ai découvert cette passion. J'ai été embauchée par mon club de gym là-bas sur Clermont-Ferrand. Et j'étais chargée de développement des activités physiques et sportives. Et puis j'avais des petites de la baby gym jusqu'à 15-16 ans. Et moi, je m'entraînais après les seniors avec mon entraîneur et puis toute l'équipe de gym. J'ai adoré ce sport, j'ai une grande passion pour ce sport. Et puis mon père était toujours présent. Il venait aux compétitions de gym, il me foutait la honte dans les gradins, mais à un point. Mais qu'est-ce que tu fais sur cette barre? T'es trop grosse sur cette poutre. T'es trop grosse, il me faisait tomber des gradins, il soufflait comme ça pour que je tombe de la poutre, il faisait comme ça, donc ma mère, elle le virait, les entraîneurs étaient obligés de virer mon père des gradins, ils disaient, écoute Audrey, tu viens à la compétition, mais ton père, faut pas qu'il vienne.
D'accord, ok, je comprenais pourquoi. Et c'était par rapport à quoi? Il voulait me faire revenir à la lutte. C'était une frustration de te voir à la gym. C'était un malade, il voulait me faire revenir à la lutte. Il me disait, regarde, ton juste au corps te rentre dans les fesses, mais c'est horrible. Non, mais c'était... Tu parlais de confiance en toi, c'est ça? Et je comprends pourquoi j'avais un manque de confiance en moi. En fait, c'était pas la lutte, c'est pas... Ouais, c'était, voilà. Mon père, c'est un fou, il fait partie de ces gens qui étaient ultra passionnés. On appelle la old school, quoi. C'est ça, old school, ultra passionné, limite, voilà, papa, je t'aime, hein, mais le relou de service qui était... Mais en lutte, c'était pareil, hein. Dans le coin, en lutte, quand j'ai repris la lutte après, mais il était interdit de banc. C'est-à-dire qu'il était interdit par la Fédé, il fallait pas qu'il vienne dans ma chaise. Il pétait un câble, il était insupportable. Vous savez, le genre de personne, le genre de parent qui amène son enfant à un entraînement, qui critique le coach, qui critique la compétition... Et l'adversaire. L'adversaire, et qui est... Voilà, et ça va jamais. Et il crie... Enfin bon, bref, c'est le genre de parents, il faut interdire ces parents-là de venir en compétition. Maintenant voilà, que toi-même, tu es maman, en plus, ça doit te changer ça. Ton regard. Mais ça me fait peur, parce que je sens... Voilà, que les gènes sont là. Quand j'emmène ma fille à la gym, ou je veux pas trop la mettre à la lutte pour l'instant, mais je veux la mettre à la lutte. J'ai juste peur, en fait, de ça. J'ai peur d'être comme mon père, en fait. Le fameux héritage familial dont on a parlé au départ. C'est ça. Et là, je me dis, l'héritage familial est là, et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie d'être cette pression que mon père me mettait sur les épaules quand je perdais ou quand j'avais peur parce que nous, en lutte, on a 30 secondes de pause entre les matchs, entre les manches, et ces fameux 30 secondes te permettent de te ressourcer, ton coach te permet de te ventiler, de te donner de l'eau. Moi, mon père, il ne me ventilait pas du tout. Moi, quand j'allais dans les 30 secondes, je ne voulais pas aller à la chaise. Donc, on me voyait tourner autour du tapis et il me disait « Mais viens, non, non, non !» Et moi, je tournais autour de l'arbitre qui me disait « À la chaise, non, 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 je ne vais pas !» Donc, c'était vraiment... Tu préfères affronter ton adversaire que ton père. C'est ça, c'est un sketch. En fait, non, non, papa, ça va, j'ai pas besoin d'être ventilé, c'est bon. Voilà, c'était ça. Et donc, il m'a fait revenir à la lutte quand même. Vers 15-16 ans, j'ai repris. Je commençais à être complexée parce que j'avais pris du poids, c'était l'adolescence. Les justes au corps, effectivement, me rentraient un peu trop dans les fesses, donc je prenais des formes. Et donc, j'étais vraiment très complexée. Et je respectais tellement ce sport, je trouvais ce sport tellement beau. J'avais des affiches dans ma chambre de Ludivine Furnon, Isabelle Severino. J'étais fan quoi, de ces jeunes filles et je les voyais dans des corps magnifiques, dans ces justes au corps. Et je me disais, mais je ne respecte pas ce sport, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et mon père me disait, reviens à la lutte, parce que c'est des sports à catégorie de poids, et tu vas être avec des filles comme toi. Et tu peux t'entraîner en jogging, tu peux t'entraîner, tu n'es pas obligé d'être en juste au corps tous les jours, et tu seras mieux, il faut que tu reviennes, tu vas voir, en plus tu as un gabarit, voilà, j'ai repéré ça, tu as un bon gabarit. Et, voilà. Et dans l'héritage familial, comme on disait, ma petite sœur, qui a 4 ans de moins que moi, faisait de la lutte aussi. Et elle est rentrée en pôle olympique avant moi. Elle a été détectée en équipe de France junior. Et donc, elle est partie au pôle de Wattignies, qui était un pôle de lutte féminine. Et donc, elle est rentrée dans la lutte avant moi, dans le haut niveau. Et donc, ça m'a redonné envie de refaire un peu de la lutte avec elle. Et donc, mon père avait ce rêve de créer une équipe féminine qui n'était jamais arrivée à Clermont-Ferrand, à l'ASM. Et donc, il a eu ce défi dans sa tête, c'était de créer une équipe féminine. Et donc, il a fait ce rêve, il m'a dit « Écoute, viens, je veux créer une équipe féminine, il y a ta sœur, je suis en train de rechercher des jeunes filles. » Il est parti à l'UFR STAPS chercher des jeunes sportives pour leur faire découvrir la lutte. Il a chopé quelques rugby women, puisqu'il faisait faire de la lutte au rugby à l'ASM, au Réchel, les garçons et puis les féminines. Et donc, il a recruté en fait des jeunes filles et il a créé son équipe féminine. Et puis, un concours de fous, parce qu'effectivement, mon père, il est un peu fou et passionné, mais c'est un bon entraîneur. Et donc, il a créé une équipe féminine à l'ASM et on est devenu plusieurs fois championne de France. Et il est parti du tout enfin, de rien à tout, quoi. Il a tout créé, il a tout construit. Et il a créé une équipe féminine à l'ASM qui faisait trembler les tapis. Et voilà, donc il y avait ma petite sœur, il y avait moi, il y avait d'autres jeunes filles de l'ASM qui sont devenues ensuite, qui sont rentrées en équipe de France avec moi. Et donc voilà, comme on dit, en Auvergne, il y a la culture de la lutte. Il y a un bassin auvergnat en Auvergne de très très bons lutteurs. C'est une des meilleures régions pour la lutte. Et donc voilà, il a réalisé son rêve, il a créé l'équipe féminine. Et moi, il m'a fait revenir à la lutte comme ça. Magnifique. Donc, si on résume, lutte, gym, de retour à la lutte sous l'égide du papa. Et donc, à un moment donné, il a fallu quand même passer du loisir
au sport de haut niveau. Parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est ça. On voit les sportifs à la télé, on se dit « Ah, mais moi j'en fais aussi, peut-être que je pourrais », mais on ne se rend pas compte de la masse de travail à manger. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, de ce fossé qu'il y a entre le sport loisir et le sport de haut niveau? Bien sûr. Moi, j'ai eu ce déclic lors d'un championnat du monde junior où j'ai été sélectionnée pour être partenaire. Et ensuite, j'ai été sélectionnée pour participer à mes premiers championnats du monde junior et j'avais 21 ans. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et là, dans ce championnat du monde junior, je monte dans ce quart en équipe de France, mon premier jogging équipe de France. Donc là, on se dit, ok, voilà, je ne suis pas la championne d'Auvergne, je ne suis pas la championne de France, j'ai été sélectionnée en équipe de France. Et là, tu te dis, en fait, c'est possible. Jamais j'aurais pensé être un jour en équipe de France. Pour moi, je faisais de la lutte pour mon papa. Je ne faisais pas vraiment de la lutte pour moi, je faisais de la lutte parce que ça m'aidait. C'est là où il y a eu la bascule en fait. Exactement. Tu t'es accaparé Où là, ton je me sport. suis accaparé le sport et je me suis rendu compte que je le faisais pour moi et pourquoi j'étais là. Je le faisais pour mon papa, je voyais qu'il était fier. J'aime la lutte aussi parce que c'est un super sport de combat et c'est juste génial. C'est de la polyvalence dans tout, mentalement, physiquement. Mais je n'avais pas ce côté, je peux être en équipe de France et peut-être réaliser un rêve qui était enfoui et que je ne savais pas qui existait. Parce que je pensais que je n'étais pas capable. J'avais encore ce manque de confiance en moi. Et j'avais ma petite sœur qui était en équipe de France, elle, qui était en pôle, et que mon père disait qu'elle était meilleure. C'est-à-dire qu'en compétition, elle était meilleure que moi. Moi, j'étais la laborieuse. J'étais celle qui n'avait pas de rage sur le tapis. J'étais trop gentille. Et mon père, qu'est-ce que ça l'agaçait. Mais il y avait des sketchs à ma sœur quand elle luttait. Regarde, regarde, regarde. Elle a de la haine dans les yeux, elle veut la tuer. Alors que pas du tout. C'est juste que ma sœur, effectivement, était beaucoup plus agressive sur le tapis. Et déterminée. Et voilà, elle est tombée facilement. C'était petite catégorie. Donc elle était hyper rapide, elle luttait super bien. Ma sœur, c'est une tueuse. Elle luttait super bien, quoi. Elle était super forte. Mais ma sœur, dès que tu voulais la dépasser, que tu l'as poussée dans ses retranchements, elle disparaissait. Elle n'allait pas plus loin. Ah, il y avait un blocage. Il y avait un blocage. Et ma sœur a arrêté son parcours en équipe de France quand elle est venue à l'INSEP. Là, l'équipe de France, l'INSEP, c'est l'INSEP. Les pôles, c'est les pôles. C'est une première étape, c'est une première marche de l'équipe de France. L'INSEP, c'est le temple olympique. C'est l'INSEP. Et l'usine à champion, normalement. C'est l'usine à champion. C'est pas les mêmes, c'est pas la même pression, puisque ta pression, elle augmente. Ton double projet prend plus de sens, tes études, les entraînements, t'enchaînes plus. Et quand tu rentres à l'INSEP, tes échéances sont plus importantes qu'un championnat de France ou un championnat d'Europe junior. La plupart, t'es plus junior, t'es senior. Donc là, ma sœur, quand elle a passé le cap de senior, moi, j'étais à ses côtés, puisque moi, j'ai été sélectionnée en équipe de France très tardivement. 21 ans, j'étais en équipe de France junior. J'ai arrêté puisque j'ai rien fait en résultat. J'étais pas très forte. Et je suis retournée à Clermont-Ferrand. Je m'entraînais pas à l'INSEP. J'étais pas en pôle. J'ai toujours voulu rester avec mon papa et ma maman. T'as jamais été à l'INSEP? Et je suis rentrée à l'INSEP à 23 ans seulement, quand les Jeux Olympiques ont été ouverts pour la lutte féminine pour Athènes en 2004. Puisque pour histoire, la lutte féminine est rentrée aux Jeux Olympiques seulement en 2004. Avant, la lutte féminine n'était pas aux Jeux. Donc Athènes, première sélection aux Jeux Olympiques, première équipe féminine olympique, c'est-à-dire avec un rêve olympique et un potentiel de médaille. Donc, le Graal. Le Graal. Et donc là, tu as toutes les anciennes des équipes de France de lutte, les grandes championnes comme Anna Gomis, Lise Legrand, Anne-Catherine Delunge, enfin voilà, les grandes figures de la lutte féminine. Elles sont parties à l'INSEP puisqu'elles étaient au pôle de Wattignies. Elles sont toutes parties à l'INSEP. Il y a des chambres qui ont été ouvertes pour la lutte féminine, des créneaux pour la lutte féminine, un entraîneur olympique, bref, tout la totale. C'est le Graal, c'est vraiment le Graal. Et puis ça a été le Graal pour la lutte féminine. Donc là, préparation pour les Jeux d'Athènes. Moi, j'étais partenaire, puisque j'étais que 2e ou 3e au championnat de France. Et donc, j'ai été convoquée pour être partenaire de la sélectionnée olympique, qui était la potentielle médaillée aux Jeux, qui était Lise Legrand en 63 kilos. Et comme j'étais intermédiaire, Anna Gomis en 55 kilos. Donc, comme j'étais entre 59 et 60, je pouvais être partenaire d'Anna Gomis et de Lise Legrand. Et comme j'étais solide et j'étais la bonne serpillière, c'était pratique de... Le sparring idéal. Voilà, le sparring idéal. Donc moi, convoquée à l'INSEP pour des stages, le rêve, le Graal, et puis je m'en rappelle encore, là où tu te dis, ok, là je suis plus dans l'amateurisme, là je rentre à l'INSEP. Là c'est le haut niveau, c'est l'INSEP, et je peux potentiellement, grâce à cette chance-là, à cette opportunité, être un jour en équipe de France, et moi aussi faire les Jeux Olympiques.
Mais c'était pas encore ce truc. J'avais encore ce truc où c'était en arrière-plan, mais c'était pas encore j'étais trop naïve. En fait, j'étais tellement en train de profiter du moment que je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Enfin, si, je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert la porte de la chambre et que là, j'ai vu un lit à droite, un lit à gauche, donc un lit qui était occupé. Le mien, ça devait être le mien. Et là, je me dis, je suis dans une chambre, je vais partager une chambre pendant longtemps. Je rentre à l'INSEP, mais en fait, je vais partager la chambre avec qui? Donc, personne ne me l'avait dit, exprès, je pense, exprès. Et là, donc, je m'installe, je vois à côté, je vois des bibelots, des trucs, c'est bizarre. Et là, je vois ma partenaire de chambre qui revient de l'entraînement de l'INSEP. Et là, choc. Je suis restée en fait figée sur le lit. Mais donne le nom. Et j'étais avec Anna Gomis. Ah oui. Ouais, 4 fois championne du monde dans le Hall of Fame de la lutte et future médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et là, donc je vois rentrer Anna, je dis, on me fait une blague. Parce que moi, Anna, je la voyais à tous les championnats du monde, et j'avais ma carte postale, et je lui faisais signer Anna Gomis, tu peux me signer. Pour toi, elle était sur un piédestal, donc elle était inatteignable. Ah ouais, inatteignable. Mais moi, elle était dans ma chambre à Clermont en poster. Avant, j'avais Isabelle Severino, Ludivine Furnon, après j'ai eu Anna Gomis, Lise Grand, enfin c'était... Et là, je me dis, non, c'est pas possible, on fait une blague. Et là, Anna qui rentre, ah ben salut, t'es ma nouvelle coloc et tout. Enfin, Anna dans toute sa splendeur. Une humilité pas possible, une gentillesse, mais incarnée, la gentillesse incarnée. Et là, je me dis, c'est pas possible, je suis dans un autre monde. Et là, je dis, mais on a dû se tromper de chance, c'est pas possible. Elle me dit, non, mais c'est toi. Toujours ce problème de confiance. Et là, elle me dit, mais je suis trop contente, je vais partager enfin la chambre, je serai pas toute seule. J'en avais marre d'être toute seule. Ah, génial, elle m'a pris dans ses bras. J'ai appelé mon père le soir. J'ai dit, papa, tu ne viendras jamais, tu es dans la chambre de qui? Et mon père, il dit, j'en sais rien, moi, j'en sais pas. Anna Gomis. Et là, mon père, pareil. Ah non, c'est pas vrai. Mon père, pareil, t'es pas dans la chambre d'Anna Gomis, c'est pas possible. Papa, je te jure, mais elle est championne du monde, mais tu te rends compte? Et là, mon père, tout de suite, ah, c'est bien, tu dois apprendre beaucoup d'elle. Il m'a recadré tout de suite. Il faut que tu apprennes tout ce qu'elle fait. Exactement, comment elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle mange. Le psychopathe. Non, mais papa. Comment elle fait son lit. Elle est super gentille. Non, mais regarde comment elle s'entraîne. À quelle heure? Il faut que tu la suives de A à Z. Il faut que tu sois comme elle. Et là, j'ai fait, ok. Non, mais papa, tu vas être championne toi aussi. Et là, il m'a fait un endoctrinement. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, ok, il a raison. Je suis dans le temple olympique, j'ai des stars avec moi, et si je veux être comme elle, il faudra que je m'entraîne comme elle, que je vive comme elle, et que je m'imprègne de tout ça. Donc Anna a été une référence pour moi, et en plus je suis tombée sur la bonne référence, parce que si tu tombes sur la mauvaise référence, c'est sûr. T'es pompon, t'as tout gagné, hein, la fille qui sort en boîte, qui boit et tout. Non, Anna, c'est pas d'alcool, pas de cigarette, pas de sortie, entraînement. Le sport. Focus entraînement. Elle a dédié sa vie à la lutte, plus de 20 ans pour la lutte, mais c'était limite, c'était le moine en fait de la lutte. C'était vraiment, alors là, il n'y a pas mieux comme référence. Hein. Et deuxième référence qui est arrivée, que j'ai découverte, c'était la deuxième titulaire, c'était Lise Legrand. Donc là, Lise Legrand, pareil, focus, ultra performance, ultra exigeante. Et là, c'est les deux références en fait de la lutte féminine. C'est elles qui ont créé toute cette génération de lutteuses où moi, je suis arrivée après, avec des Nanou, des Vanessa Boubriem, toutes ces jeunes filles c'était nos modèles. Donc on avait des super modèles, parce que t'as d'autres modèles, t'es content. Mais là, on avait les super modèles, on voulait être comme elles. Donc elles étaient les premières à l'entraînement, elles sortaient les dernières. Donc nous, on faisait pareil. Et en fait, ça a créé une génération de dingues, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on étudie un peu le parcours de ceux qui ont percé, on pense souvent qu'il y a le talent. Ça, c'est indéniable. Si tu n'as pas le talent, voilà. Mais si le talent n'est pas concilié avec une masse de travail plus intense même que ceux qui n'ont pas de talent, exactement, tu n'arriveras pas à être le meilleur, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont du talent. Et voilà, on cite souvent le cas de Zinedine Zidane, qui était le premier sur le terrain et le dernier sorti à s'entraîner. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, on a bien saisi tout ce contexte. Et donc, en fait, tu vois, j'avais des questions sur tes forces et tes faiblesses, mais en fait, tu les as évoquées. Donc, c'est bien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, parce que là, je vois, ça y est, tu es dans l'ambiance, tu as les yeux qui brillent, et tu es reparti à l'INSEP. Ouais, c'est vrai, là, tu y es dedans. Tu m'as remis dedans. Exactement. Alors, on va aborder cette fameuse montagne russe du sportif de haut niveau. Joie, déception, joie, tristesse, pleurs, mais c'est vraiment ça. Rire et compagnie. Mais on va partir sur le positif au départ. Faire un peu de négatif, repartir. Voilà, on fait un peu de PNL. Et donc, du coup,
ton plus beau souvenir. Alors, à chaque fois que je pose la question, bon, même si souvent c'est quand même la victoire, etc., Oui, bien sûr. mais ça peut être autre chose. Justement, on aurait pu imaginer que c'est de découvrir que tu étais avec la multiple championne du monde dans la chambre de l'INSEP. C'est vrai que c'était un très beau souvenir, c'est Voilà. vrai. Mais quelle a été, on va dire, la joie la plus intense que tu as vécue dans ta carrière de lutteuse? Je pense que la joie la plus intense, effectivement, comme tu le dis, j'aurais pu dire comme tout le monde, c'est mon titre de championne du monde. Mais c'est vrai que j'ai eu plus d'intensité dans ce bonheur quand je suis retournée dans ma famille et que j'ai été accueillie à l'aéroport à Clermont-Ferrand. Le retour de la victoire. Le retour de la victoire. Où là, tu te rends compte de ce que tu as fait. J'imagine pour ton père. Voilà, tu vois ton père qui en peut plus, qui est à la limite de tomber par terre. Tu as toute ta famille derrière qui est là pour toi. C'est des moments où tu as réussi à réunir toute la famille. Parce que du côté de mon papa, c'est une grande fratrie. Donc là, tu avais tout le monde qui était là. Le côté de ma maman, tout le monde était là aussi. Ma grand-mère, enfin voilà, toute ma famille, quoi. Toute ma famille était là avec le champagne. Tu l'as rêvé, tu l'as imaginé. Tu te dis, ouais, je vais être comme ces champions qui arrivent à l'aéroport avec le champagne. Et j'étais encore dans l'avion et je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Est-ce qu'ils vont oser? Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Vu comment tu nous as décrit ton père, je pense que... Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être sobre? Parce qu'ils oseront pas. Voilà. Le retour dans l'avion, c'était un moment horrible en fait. C'était qu'est-ce qui va se passer? Et là, quand je suis arrivée et que j'ai vu tout le monde, et puis il y avait les caméras, il y avait les médias aussi, donc il y a ça aussi. Tu passes de... T'es rien, t'es juste une championne de France. Alors j'avais fait déjà vice-championne d'Europe, donc il y avait ce truc. Mais comme me disait mon père, t'as fait deuxième. T'es pas championne d'Europe. Ok, bon d'accord. Tu prends le premier, d'accord. Mais là, je reviens et je suis championne du monde. Et là, c'est pas... J'ai une ceinture, comme les boxeurs. C'est-à-dire, moi, je voyais à la télé les mecs qui brandissaient leur ceinture. Waouh, putain, elle est trop belle, leur ceinture, avec de l'or et tout. Là, j'avais ma ceinture. J'avais eu de l'argent, qui est quelque chose d'exceptionnel aussi. Je peux vous dire que j'ai gardé l'argent bien précieusement. Il ne fallait pas m'approcher. Et là, quand on reçoit une enveloppe d'argent, on est dans un pays, c'était l'Azerbaïdjan, donc dans un pays assez macho, un pays assez dur. Et qui a une culture de la lutte aussi. Qui a une culture de la lutte. Et c'était le premier pays à l'époque qui a fait une égalité de primes avec les garçons et les filles. Ce qui n'était pas le cas. Une vraie parité. Exactement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc j'ai eu la même somme que les garçons. Et là, on se dit, ok, on a franchi. Quand j'ai vu l'enveloppe, je ne savais pas que c'était de l'argent en fait, je ne savais pas qu'il y avait une prime. Et je pensais qu'il m'avait donné un souvenir de l'Azerbaïdjan, parce qu'on a toujours une petite serviette, un petit truc. Et donc je mets l'enveloppe dans ma poche, mais je trouve que c'est épais, donc c'est bizarre. Et là, et donc je sors, donc je fais la Marseillaise, parce que effectivement pour moi ça a été la joie. J'ai allumé mon téléphone portable, j'ai appelé mon père, j'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai voulu qu'il entende la Marseillaise. Donc j'ai jamais demandé à mon père s'il l'avait entendu. Ah, tu ne sais pas s'il a décroché? Ouais, je ne sais pas s'il a décroché et qu'il l'a entendu, parce que je ne pouvais pas appeler mon père avant de monter. C'est l'occasion de lui poser la question. Papa, je t'appellerai ce soir quand même, parce que c'est vrai que je ne lui ai jamais posé la question. Et je ne sais pas s'il a décroché, s'il a entendu la Marseillaise, mais je sais que je l'ai appelé là-bas, parce que je voulais qu'il dise ça. C'était retransmis à la télé ou pas? C'était pas retransmis à la télé. Ah oui, donc vraiment tu voulais qu'il partage ce moment. Je voulais qu'il partage ce moment, et avant de monter, voilà, comme on est dans la lignée, on n'a pas le droit de téléphoner, enfin bref, j'ai décroché, j'ai mis ça dans ma poche, je me suis dit, bon, est-ce qu'il écoute, c'est super ou pas? Et voilà, la Marseillaise a retenti, et puis là, tu es championne du monde, donc là, tu as toutes les larmes de ton corps, t'en peux plus, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai réussi à faire ça, bref. C'est une joie incommensurable, on le souhaite à tout le monde. Mais l'arrivée à l'aéroport, c'est vrai, on le souhaite à tout le monde. Non, tu le souhaites à tout le monde, mais bon, il y a quand même peu d'élus. Oui, mais il faut croire en ses rêves. Voilà, mais on peut peut-être retranscrire cette émotion avec d'autres émotions de la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. T'as raison. bien non, dit. C'est que je me mets à la place du non-sportif que je suis. Et... on peut éprouver cette sensation sur autre chose, c'est vrai. Et c'est vrai que l'arrivée de l'avion, ça a été pour moi toute cette famille qui criait avec les banderoles, ma sœur qui était en larmes. C'était vraiment quelque chose de fort. C'était vraiment inoubliable. Les larmes de mon père, inoubliables. Ma mère qui n'était pas du tout portée dans la lutte. Elle voulait que de la gym. Et là, ma mère, c'était la première fois que je la voyais pleurer. Elle était fière de moi. Voilà, il n'y avait pas ce côté, oh là là, ma fille va devenir un garçon manqué, malgré que j'étais un garçon manqué quand même pendant longtemps. Hein. Mais voilà, c'était ça, la plus grosse joie. Alors, on imagine cette pression, ceci.
Comment on fait pour redescendre sur Terre après ça? Parce que la réalité nous rappelle, quoi. C'est ça. Bah alors moi, j'avais la chance d'avoir un papa qui me remettait très vite. Bon, t'es championne maintenant, hop, sur le tapis. C'est ça. Et l'avantage d'avoir un papa exigeant et ultra passionné, et qui a déjà vécu les portes de l'équipe de France, qui a été proche aussi de la sélection olympique, c'est qu'il te recadre tout de suite, il a un côté protecteur, il a un côté entraîneur qui repart, et puis bah voilà, ta prochaine étape, c'est les Jeux. Voilà, donc j'ai fait championne du monde dans une catégorie non olympique, puisque à Athènes, quand la lutte féminine est arrivée aux Jeux olympiques, sur 8 catégories de poids, il n'y en avait que 4. Ils ont dû choisir. C'est pour ça que tu étais entre deux catégories. Voilà, c'est ça. Et ils ont dû choisir, et donc l'année des Jeux olympiques, tu dois choisir les 4 catégories olympiques sur 8. Donc moi, j'étais intermédiaire, il y avait 55 kg et 63, et j'ai fait championne du monde en 59, non olympique. Donc j'ai fait championne du monde en 2007, à Azerbaïdjan, et la qualif pour les Jeux olympiques était en 2008, était pour 2008, Pékin. Donc là, j'ai dû choisir 55 kg, 63. Donc là, mon père m'a repris à la maison, à l'entraînement, m'a dit, écoute, maintenant, il va falloir qu'on se pose. J'avais mon entraîneur personnel aussi, qui était géorgien. Il était avec mon papa. Et donc, il a dit, voilà, maintenant, il va falloir qu'on se pose, parce qu'effectivement, mon père m'a entraîné, mais il n'y a pas que lui qui m'a entraîné, hein. Cet entraîneur a été pour moi le déclic aussi. Et donc, il m'a dit, écoute, bah là, il y a les Jeux. Par contre, ça va être très compliqué. Et là, j'ai pris conscience que j'allais rentrer. Alors déjà, j'étais rentrée dans pas dans une guerre, je ne peux pas dire ça une guerre, mais j'étais rentrée dans une situation très conflictuelle avec l'équipe de France, la fédération et l'entraîneur de l'équipe de France, qui était l'entraîneur actuel de l'équipe de France olympique, qui, comment je peux vous dire, comme il l'a dit très sincèrement, on ne fait pas un âne à cheval de 3, non, c'est pas, on fait pas un âne, non, on fait pas un cheval, un âne à cheval, un truc comme ça. C'est quoi l'expression? Sincèrement, je la connais On ne fait pas un âne à un cheval, ouais, un truc comme ça. Ouais. Bref, donc moi je suis l'âne, hein. Je ne suis pas le cheval. Vous n'avez pas compris. Enfin, pour lui. Enfin, je ne l'avais pas compris, hein. C'est quand on me l'a répété que, ok, donc en fait je suis le cheval ou je suis l'âne? Bah en fait, t'es l'âne pour lui. Bah alors justement, c'est très bien parce que je crois Et là, que, ça te fait redescendre tout de suite. Et je crois que on va parler de la déception. C'est ça. Parce qu'en fait, ça fait peut-être une très bonne transition, n'est-ce pas? Où le fameux revers de la médaille. Exactement. Le but de ce documentaire, en fait, c'est qu'on voit la vitrine, nous, oui, à la télé ou dans les reportages, etc. On ne voit jamais les coulisses, ou quasiment très peu. C'est ça. Toi, tu les as vécues et tu les as même, entre guillemets, mangées en pleine face, ces coulisses. Je te laisse exprimer sur ce que tu as envie d'exprimer, en fait. Ben, le revers de la médaille, c'est ça. C'est que derrière toutes ces performances et derrière ces médailles, il y a derrière des sacrifices et des concessions qu'un athlète ne dira pas. Donc effectivement, c'est pour ça que vous voyez toutes ces choses qui ressortent. On parle d'agression sexuelle dans le milieu du sport, mais le harcèlement moral, c'est une réalité. Les agressions morales et physiques sont réelles. Et pour expliquer un petit peu à tout le monde pourquoi on n'en parle pas sur le coup, c'est parce qu'on a tellement peur d'être sorti de l'équipe de France. Les fameux enjeux. Ouais, les enjeux, bah, qu'en fait, on dit rien et on subit. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne prendre que des anciens sportifs de haut niveau pour qu'ils ne subissent pas cette loi de l'omerta qui existe toujours, en fait, et qu'ils aient une parole libre. Bah, c'est vrai que plus rien me retient à ma fédération. Et moi, j'ai jamais voulu en parler parce que quand mon père l'a appris, ça a été dur pour lui. Ma mère, n'en parlons pas. Et j'ai dit à mon père très sincèrement, parce que mon père n'a pas compris aussi. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Comment ça se fait que tu m'en parles que maintenant? Tu essayais peut-être de le protéger lui aussi? Alors oui, parce que indirectement, moi j'ai vécu une grosse scène en Ukraine où j'ai été agressée physiquement. C'est-à-dire que l'entraîneur a voulu me blesser, puisque j'avais blessé sa pouliche, on appelle ça des pouliches. Voilà, à l'entraînement? À l'entraînement, en fait, voilà, qui était Anna Gomis. Toi, tu l'avais... Bah, non, c'était un entraînement normal. Voilà, même Anna Gomis, elle vous en reparle. Elle n'a jamais vu le mal. Voilà, Anna Gomis, voilà, Anna, on était partenaires d'entraînement. Oui, c'est un entraînement voilà. Je me suis entraînée avec elle. Et voilà. Mais comme on était en concurrence et qu'il ne voulait que Anna aux Jeux Olympiques, moi, j'étais sa tête de Turc. J'étais son bouc émissaire. Et par inadvertance, bah, voilà, elle s'est relâchée. Je l'ai blessée au genou. Et il m'en a tellement voulu, mais j'étais en Ukraine. J'étais seule en Ukraine, on était ensemble en équipe de France en stage. Et il m'a convoquée dans sa chambre. Et là, il m'a agressée pour me montrer comment j'avais blessé sa pouliche. Donc ça a été... Et là... Violent. Violent. Un choc. Et ça a été tellement dur que c'est la première fois que je n'ai pas pu garder en fait pour moi. Et j'ai appelé mon père de l'Ukraine. Et là, mon père a compris. Il m'a dit, écoute, tu restes.
tu prends pas l'avion, puisque j'ai demandé un billet d'avion, je voulais partir, j'avais fait mon sac. Oui, normal. L'entraîneur adjoint à l'époque est venu me voir en me calmant, en s'excusant un petit peu de l'attitude de l'entraîneur, mais je voulais rien entendre. Et j'ai dit, je veux l'attitude partir. des instances fédérales? Non. Quand on parle d'Omerta, c'est de la protection. Je peux le comprendre, ils protègent leurs collègues. Enfin, je peux le comprendre. Le corporatisme a ses limites. Hein. Non, en fait, je ne peux pas le comprendre. Par contre, dans l'histoire, comme ils ne peuvent pas se dénigrer entre collègues et que c'est un staff fédéral et technique, en coulisses, en dessous, le directeur technique à l'époque, voilà, et je ne veux pas citer son nom, mais il le sait, et le directeur technique à l'époque de l'équipe de France, qui était Gagny, m'a protégé en fait. Gagny m'a protégé en sous-marin, et comme par hasard, du jour au lendemain, j'étais suivie psychologiquement à l'INSEP. Comme par hasard. C'était obligatoire. Donc en fait, il n'y a pas eu d'intervention officielle, mais quand même, Gagny a tenté, voilà, tous les athlètes, d'un coup, devaient être suivis psychologiquement. Donc moi, je n'ai pas vu pour moi, puisque tout le monde était dans le truc, donc c'était super bien fait. Et donc, on était suivis psychologiquement. On avait le suivi gynécologique obligatoire, on avait les médecins, on avait les kinés. Il y avait des trucs qui étaient obligatoires à l'INSEP qui protégeaient l'athlète. De toute façon, Gagny Yalouz, il a cette réputation aussi de protéger et donc, passer à l'athlétisme. Il a protégé le staff, il a protégé son athlète et il a mis en place un suivi psychologique. Donc, on était plusieurs athlètes de l'équipe de France à être suivis et on était suivis pas par n'importe qui, mais par Myriam Salmi, qui est une des meilleures psychologues de l'INSEP. Et cette femme m'a juste simplement sauvée. Elle m'a sauvé la vie. Elle a mis des mots sur mes émotions. Elle a mis des mots sur ce que j'étais en train de vivre, puisque pour moi, c'était normal ce que je vivais. Et elle a dit stop. Et elle a dit OK, donc là, toi, tu peux rien faire. Le staff ne peut rien faire. C'est moi qui vais m'en mêler. Et c'est l'INSEP qui a demandé... Qui est intervenu. Voilà, c'est l'INSEP qui est intervenu, qui a dit là, ça va pas. On a un potentiel de sélection pour les Jeux Olympiques. On a une championne du monde. Et là, elle est complètement endoctrinée et elle est dans une vision négative. C'est la mort assurée de cet athlète et d'autres, puisque j'ai appris... La mort sportive. La mort sportive, bien sûr, la mort assurée, la mort de cette la mort sportive. Non, parce que des fois, ça a tellement d'impact sur la vie que... Je pense que dans ce mot, c'est pas... Anodin. C'est pas anodin. C'est parce que j'étais partie dans une dépression où je ne savais pas, en fait, que j'étais en dépression. Et j'étais partie dans un cheminement... Alors déjà, j'avais un manque de confiance en moi. J'étais suivie psychologiquement parce qu'on est accompagné en fait par la RATP, puisque moi je suis rentrée en convention d'insertion professionnelle en 2006 à la RATP, et la RATP a un suivi de reconversion de ces athlètes où il y a de la préparation mentale, du média training et une reconversion sur le métier, etc. Donc j'étais suivie par un coach mental qui lui a déjà gratté un petit peu, il grattait un petit peu, et puis j'avais Myriam Salmi à l'INSEP qui elle mettait des mots sur des trucs et puis ça m'a fait grandir. Ah ouais, c'était vraiment... Mais surtout que ça m'a changé complètement la vision que j'avais de moi, la vision que j'avais du haut niveau, la vision du travail. Ça me remettait en fait dans la réalité des choses, ça me protégeait, mais ça m'a réellement sauvée parce que je pense que j'aurais été comme ces athlètes, abandonnés, laissés pour compte et en totale dépression parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive en fait. On ne sait pas ce qui nous tombe sur le coin de la tronche. On prend ça en pleine poire. On se dit, mais c'est pas possible. Oui, et puis pas forcément armé, n'ayant pas les outils pour appréhender tout ça. Et puis on est seul. C'est ce que j'expliquais à mon père et c'est ce que j'explique. Et puis grâce à ce genre de reportage, merci pour ce genre de reportage parce que nous, les anciens, on aimerait protéger ces jeunes, protéger les parents, parce que c'est ce que je dis, les parents ne sont pas formés à ça. Les parents n'ont aucune formation. Ils laissent leurs enfants dans des pôles, ils laissent leurs enfants dans un centre olympique. Ils ont totale confiance dans les cadres d'État qui sont mis à disposition de leurs enfants. Ils ont une totale confiance dans la fédération et dans le ministère, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place. Et les parents ne sont pas formés. Et c'est très clair, très sincère, vous ne le saurez jamais. Parce que l'enjeu est tellement important, l'athlète ne dira jamais à son père ou à sa mère qu'il est dans une situation dégradée et qu'il est en train de sombrer. Et c'est un peu, en plus comme tu as la chance d'être proche de la ministre, de Madame la ministre, c'est un peu un chantier qu'elle a essayé de mettre en place aussi, quoi, parce que il y a tout ce pan qu'on ignore en fait. Bien sûr, elle est impliquée là-dedans parce qu'elle l'a vécu aussi en tant qu'athlète et elle l'a vécu aussi. Elle est entourée de beaucoup d'athlètes et une des grandes qualités de la ministre, c'est qu'elle s'entoure d'athlètes. Elle n'oublie pas d'où elle vient. Son parcours. Exactement. Elle s'entoure d'athlètes, elle s'entoure de ces personnes qui sont encore là, qui sont encore dans le milieu, qui savent le milieu fédéral, qui savent le milieu des athlètes, qui connaissent les clubs aussi, puisque ces athlètes s'entraînent dans les clubs. Donc un athlète à lui tout seul a autour de lui tout un schéma et tout un système
qui est très important pour savoir ce qui se passe, parce qu'il faut rester ancré dans la réalité. Les référents du suivi socio-professionnel qui sont dans les fédérations, je vous le dis, hein, c'est du pipeau. Ah oui, c'est une réalité. Et beaucoup d'athlètes en ont parlé à la ministre, elle en a conscience. Les référents des suivis socio-professionnels qui sont dans les fédérations, qui sont censés protéger les athlètes, ne peuvent pas vraiment protéger puisqu'ils sont payés par la fédération. C'est ambigu. Oui, je ne vais pas balancer. Il faudrait qu'ils soient autonomes, en fait, qu'ils soient payés par le ministère éventuellement. Bien sûr, exactement. Ou tout simplement des bénévoles, c'est-à-dire des anciens athlètes qui sont référents suivi socio-professionnel, qui savent comment aider un athlète, c'est-à-dire trouver une entreprise, trouver des conventions, les aider, les appeler pour être aussi des confidents, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas pieds et poings liés avec une fédération qui les paye. Moi, si mon employeur, c'est la fédération, je te le dis, je ne vais rien dire de mal sur ma fédé. Mais c'est logique, à part si tu as des principes et si tu as des trucs, mais tu es sûr que tu perds ton travail. Tu vas pas durer, quoi. Tu vas pas durer. Et ça, c'est une réalité. Tu vas pas durer. Et ce côté-là, moi, j'ai vécu... personne ne le savait. Alors, ceux qui le savaient, c'est ceux qui le vivaient à l'entraînement. C'est-à-dire que, parce que c'est pas caché, hein. On va se le dire, hein. Tout ce qui se passe, c'est jamais caché. Hein. Vous voyez tout ce qui sort des agressions sexuelles, il y a toujours quelqu'un qui savait que, mais qui n'osait pas parler parce qu'il y avait ça. Et nous, on n'avait personne à qui se confier. La seule personne à qui on se confiait, c'était la psychologue, et heureusement, parce que moi, j'ai appris qu'on était 3 filles de l'équipe de France à être suivies psychologiquement pour la même chose, c'est-à-dire du harcèlement moral de 7 entraîneurs. Et j'étais même pas au courant, parce que moi, je croyais que j'étais la seule au monde. Hein. J'en parlais pas, parce que je croyais que j'étais la seule aussi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il a raison. T'es une malade, en fait. C'est toi le problème. Mais quand tu sais que tu as d'autres personnes qui le vivent, c'est pas pareil. Et ce qui a été le déclic pour moi, c'est quand j'ai vu une jeune fille de 18 ans se faire humilier, insulter, rabaisser plus bas que la terre. Tu avais quel âge, toi, à l'époque? Moi, je devais avoir 29 ans. Ouais, voilà, donc une plus grande maturité, une plus grande... Oui, mais n'empêche que quand je l'ai vue, oui, c'est ça. Je me suis retournée vers ma collègue. Tu as revécu ça, quoi. J'ai dit, on ne peut pas laisser faire ça. Moi, je le vis, on le vit, tout le monde, parce qu'on était 2 ou 3 hein, à vivre ça. Il y avait Nanou, il y avait moi, je n'étais pas la seule à vivre ce truc. On était la tête de turc de ce mec. Là, on ne peut pas laisser faire ça. La gamine, elle est en pleurs, elle a 18 piges, elle est au bout de sa vie, il la traite comme une moins que rien. Moi, je veux pas que ma fille, et je veux pas que d'autres gamines soient comme ça. Si un jour, je suis maman, voilà, à 29 ans, on se dit, ok, toi, tu le prends, tu subis, ok, c'est bien. Mais là, la gamine, elle n'a rien demandé, quoi. Mais plus bas que la terre, en lui disant, mais le genre de fille que tu es, je connais le genre de fille que tu es. Enfin, on se regardait, et là, j'ai dit stop. J'ai demandé à mes copines, j'ai dit là, on ne peut pas laisser. Les copines, non, on va se faire défoncer, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, moi, je me suis rebellée, et ça a été pire pour moi après. Mais c'est pas grave, je l'avais fait quand même. J'avais protégé la petite, et je m'étais rebellée. Mais ça n'a rien changé, puisque derrière, ça a toujours continué, et c'est toujours resté comme ça. D'accord. Mais après, voilà, la seule personne qui nous a sauvés, c'est Myriam, qui a fait sortir cet entraîneur de l'équipe de France. Ok. Alors, on va essayer maintenant de repositiver. mais en même temps... Il ne faut pas oublier ces choses-là. Voilà, il ne faut pas oublier. Et justement, ça a dû construire ton parcours futur avec l'envie de ne pas reproduire ce que tu as subi et de protéger les autres de ce que tu as subi. Alors, comment as-tu envisagé... Alors, bon, déjà, on a compris que dès 2006, tu avais intégré la RATP grâce à la Convention. Il faut savoir aussi que c'était une chance que ça soit un sport olympique. Oh oui. Parce qu'il y a des sports qui ne sont pas reconnus et on ne peut pas faire de convention. Exactement. Le sportif de haut niveau. Donc toi, tu as cette chance-là d'intégrer la RATP, mais il fallait quand même imaginer ton avenir. Comment tu l'as préparé? Est-ce que tu as commencé parallèlement à ta carrière sportive ou c'est vraiment quand tu as raccroché la tenue de lutteuse que tu y as pensé? Comment tu as construit cet avenir en fait? La première fois que j'ai pris conscience d'un avenir, c'est quand je suis rentrée à la RATP. Puisque la RATP m'a permis d'avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire que la politique de l'entreprise, de la RATP, c'est on n'est pas sportif de haut niveau, on est agent RATP avant d'être un athlète. Et ça a été hyper important. Ça a été dit dès le début de la signature de mon contrat et j'ai tout de suite pris conscience de ça. Je dis ok, attends, ça veut dire quoi ça en fait? Donc j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon père et mon père m'a dit mais c'est ça en fait. C'est qu'il faut que tu restes les pieds sur terre parce que tu n'es qu'une médaille. Tu n'es rien pour la fédération, il faut que tu en prennes conscience. Donc mon père m'a toujours recadré là-dessus parce que lui, il a vécu ça aussi. Et c'est pour ça qu'il a voulu me faire rentrer à l'INSEP le plus tard possible.
parce qu'ils savaient que l'INSEP, c'était bien, mais c'était aussi très destructif, destructeur. Ou destructeur. Merci. C'était aussi très destructeur. Et il avait raison, parce que j'ai vécu un enfer quand je suis rentrée à l'INSEP. Il avait raison. Et j'ai été protégée jusqu'à mes 23-25 ans, heureusement, parce que j'étais toujours à l'ASM, à Clermont. Donc je suis rentrée après à 23 ans, donc c'était tard, 23 ans à l'INSEP. C'est super tard pour une athlète en équipe de France. Donc j'avais cette maturité. Et après, je suis rentrée 2 ans après, 2-3 ans après, dans une entreprise. Donc là, j'ai eu cette maturité et cette indépendance. Et c'est cette indépendance qui m'a valu l'enfer après. Parce que pour être honnête, la fédération à l'époque et le staff technique à l'époque, être agent RATP, c'est bien gentil, mais on n'est pas content. Donc déjà, on n'est pas content parce que tu gagnes plus que certains éducateurs sportifs qui ont enfin, il faut rappeler aussi quand même que la lutte, c'est pas le sport où on gagne le plus d'argent. Et la lutte, c'est pas le sport où on gagne le plus. Mais non, mais c'est une réalité. Moi, j'étais menacée. Moi, j'étais menacée quand je partais au travail. On m'a déjà demandé de choisir entre mon travail et un stage en équipe de France, en me disant si tu vas travailler, tu n'es pas sélectionné pour les prochains championnats d'Europe. Et moi, j'arrivais tellement pas à le croire que j'arrive d'ailleurs toujours pas à le croire. C'est-à-dire qu'en fait, comment tu peux... Sauf que c'est pas la lutte qui payait ton loyer. Comment tu peux favoriser des conventions d'insertion professionnelle, c'est-à-dire faire les beaux, l'image, nanana, mais le revers du truc, c'est que dans les coulisses, tu menaces les athlètes quand ils vont bosser. Et donc les entraîneurs ne comprenaient pas que j'aille travailler en fait, alors que justement, c'était ça mon échappatoire. Le fait d'aller bosser me remettait dans la réalité de la vie et me permettait de voir une reconversion professionnelle. Et ça me permettait d'être à 150% à l'entraînement parce que j'étais rassurée. J'avais un salaire tous les mois, j'étais bien. Quand l'entraîneur te dit... Il n'y a pas la pression. Bah oui, tu dois choisir entre ce stage et le travail. Bah moi, j'ai répondu très sincèrement à ce gentil entraîneur et je lui ai dit, écoute, à choisir entre 1 000 € par trimestre, puisqu'à l'époque, la catégorie élite du ministère, c'était 1 000 € par trimestre. Ça fait quand même 333 € par le mois. CNDS, en sachant que je payais l'INSEP pour m'entraîner, puisque je sortis 250 € tous les 3 mois pour m'entraîner quand même. Faut le dire quand même. Et oui, parce que quand on travaille, on n'a plus le droit d'être interne. Donc dès que j'ai eu ma convention, Audrey, tu as 3 mois pour trouver un appartement parce qu'en fait, tu vires. Ah bon, et depuis quand? En fait, on a décidé que ceux qui étaient à l'INSEP, c'est ceux qui n'avaient pas de boulot. Ok, donc là, tu dois trouver un appartement, te payer un appart. Alors attention, il faut trouver un appart pas trop loin de l'INSEP. Parce que si par inadvertance, tu travailles, tu habites loin, tu as les bouchons pour aller t'entraîner, et tu as les entraînements 2 fois par jour. Ou des grèves de la RATP. Non, la RATP, on ne fait pas grève. Je ne comprends pas. Non. Et donc, tout ça, tu dois y penser. Donc, tu dois trouver un appartement autour. C'est cher. L'INSEP est vers Vincennes. Donc, ce n'est pas des petits appartements avec des petits loyers. Donc, moi, j'ai dû aménager à Saint-Maur. Donc, j'ai été toute seule dans un appartement. Je devais payer mon loyer, je devais payer l'INSEP. 1 000 € par trimestre. Et l'autre, il vient te dire, tu dois choisir entre nous et la RATP. C'était vite vu. Entre plus de 1 700 € par mois et 1 000 € par trimestre, alors je suis championne du monde, une sélection au jeu et 2 fois vice-championne d'Europe avec 1 000 € par trimestre, mon choix est vite fait. Et cette indépendance m'a pénalisée puisque j'étais capable de me rebeller et j'avais une autre échappatoire. C'est-à-dire qu'on ne me tenait pas. C'est ça, forcément, quand tu alimentes financièrement quelqu'un, tu as une emprise sur la personne. Bien sûr. Et du coup, tu as intégré la RATP dans quel secteur? La sécurité. La sécurité. Agent de sûreté. Et je me rappelle encore à l'époque, c'était Daniel Descamps qui était l'ancien président de l'US Métro. C'est lui, c'est un petit peu mon deuxième papa. C'est lui qui m'a recueilli quand j'étais sur Paris. Parce que, faut le savoir aussi, quand on est à l'INSEP, les parents n'ont pas le droit de venir vous voir. Tu n'as pas le droit d'aller voir la famille. C'est-à-dire que quand tu veux rentrer en week-end, non, tu n'as pas le droit, puisque tu as entraînement le samedi matin. Tu es dans un tel système que tu es seul. Tu es seul avec les coachs. Tu es seul avec le staff, tu es seul à l'INSEP, tes parents ne sont pas là. Donc c'est pour ça aussi que toutes ces choses se passent, parce que les parents ne viennent pas. Mon père n'a jamais pu venir me voir à l'entraînement à l'INSEP. Est-ce que vous trouvez ça normal que des parents laissent leurs enfants dans des pôles olympiques et ne peuvent pas venir les voir s'entraîner? C'est quand même dramatique, parce que si les parents viennent, c'est pas pareil. S'ils viennent un week-end ou une semaine, c'est pas la même chose. On voit tout, on voit ce qui se passe, on voit comment l'entraîneur te traite à l'entraînement. Et là, s'il y a les parents dans les gradins, je peux vous dire que certains, ils ne feraient pas les malins. Mais c'est normal, c'est un tel système qu'on interdit toute visite, on interdit nanan. Est-ce que je peux aller ce week-end au mariage de ma meilleure amie? Non. Oui, mais si j'y vais, tu ne seras pas sélectionné aux Europes. Ok, d'accord. Je peux aller au baptême de... Moi, j'ai loupé des choses de ma vie personnelle. C'est pas normal. Et c'est pas parce que je serais partie à Clermont-Ferrand que j'aurais pas fait un bon entraînement le lundi.
Enfin, c'était du n'importe quoi. Un juste milieu. Voilà, bref, on repasse à Non, mais à autre chose. justement, Mais ça, c'est je une pense que réalité. je pense que c'est pas par hasard maintenant que tu as le statut que tu as. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais donc tu es la présidente de l'US Métro, Ouais. qui est l'une des plus grosses associations sportives de France. Euh, combien de licenciés? On est à 5000 adhérents, 5000 adhérents. ouais, Combien 37 sections Voilà, sportives. 37 sections. Et surtout, on est un des seuls clubs omnisports qui est resté un club entreprise, puisqu'on est encore subventionné par le comité d'entreprise de la RATP. Et donc, l'entreprise et son comité d'entreprise sont une des seules entreprises à avoir gardé cette histoire et cette entité sportive. Donc, justement, toute cette expérience de sportif de haut niveau, toute cette expérience de club, d'INSEP, etc., je pense que si tu as tenté et tu as réussi la présidence de l'US Métro, c'est que tu voulais peut-être... Là, au moins, tu étais sûr de pouvoir changer des choses. Exactement, oui, c'est exactement ça. Là, je sais que je peux mettre en place ce que je souhaite d'un club. Et l'US Métro est mon club de cœur. Mon club de sang, c'est l'ASM, mais j'ai grandi dans un club omnisport, puisque l'ASM Omnisport, c'est Michelin. Donc, vous voyez, il y a une histoire qui me suit, quand j'y pense, c'est dingue, en fait. Quand j'ai revu donc Pascal Thibault, qui est le président de l'ASM Omnisport, quand on discute ensemble, j'ai grandi dans un club omnisport. Et quand je viens sur Paris, je me remets dans un club omnisport qui est l'US Métro. Donc l'état d'esprit omnisport te convient. Me convient, parce que c'est cet état d'esprit où on ne s'abandonne pas et les sections sportives sont là les unes pour les autres. Et c'est ce que je veux créer dans le club, parce que je pense que la force, même au sein de l'INSEP, c'est d'être avec plusieurs sports différents et de se rencontrer. On était très proches avec les filles du judo, on était très proches avec les filles du taekwondo. On avait cette force, et quand on regarde cette force-là, c'est d'être ensemble. On n'était jamais séparés. Quand on l'était, c'était dur. Et quand on se retrouvait, on avait les mêmes galères et les mêmes merdes. On avait tous, et on ne le disait pas. Moi, une amie que j'ai vécue, qui est Marlène Arnois, a vécu du harcèlement moral et physique avec son entraîneur. Quand on a fait Pékin ensemble, on s'est retrouvés et on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ouais, d'accord, mais en fait, ce que tu me dis là, mais en fait, je le vis moi aussi. Et là, on se dit, waouh, en fait, on est toutes dans la même mouise, quoi. Et c'est ça qui est fort. C'est triste, mais c'est fort parce que c'est l'état d'esprit omnisport. On n'est pas une seule discipline seule. Et c'est ce que je peux reprocher aux fédérations, c'est qu'elles sont dans une fédération olympique, elles sont unisport, elles sont seules, elles ne pensent qu'à leur sport. Et ce qui est dommage, parce que pour les athlètes, par exemple, on parle du MMA, la force du MMA, c'est de rassembler différentes disciplines et on se sent plus fort. Moi, le MMA, je suis heureuse que ce soit légalisé maintenant, parce que si le MMA avait été légalisé, je pense que le MMA aurait été ma bouée de sauvetage. J'aurais pu être après la lutteuse. Une après-carrière, en fait. Une après-carrière. Comme font beaucoup de lutteurs aux États-Unis et en Russie, quoi. Parce que les fédérations sont unisports et le MMA permet à ces sportifs de trouver une autre vie. Moi, ça m'a sorti de la dépression. Le MMA, le grappling, m'a sorti de ma dépression. Quand j'ai rencontré mon mari, qui est un combattant de MMA, c'est lui qui m'a fait redonner goût à un petit peu la vie, parce que malgré ces coulisses, ce revers de la médaille, quand j'étais pour la sélection pour Pékin, ensuite Londres et 2016 Rio, la fédération m'a gentiment envoyé un courrier, enfin le DTN, je ne citerai pas son nom, il va être trop content, m'a envoyé un super courrier en me disant très, très honnêtement, du haut de tes 36 ans, puisque j'aurais eu 36 ans pour Rio, tu ne peux pas prétendre aller à Rio, tu n'as pas rempli tes promesses à Pékin et à Londres, on te demande d'arrêter ta carrière. Donc toi, quand tu es encore championne de France, Ouais, un vrai choc. Un choc, que tu rêves de faire les Jeux Olympiques, que Pékin t'a loupé, puisque j'ai fait un tour à Pékin, donc j'ai pas été bonne, hein. J'étais pas dans ma catégorie, c'est pas une excuse. Londres, je suis dans ma catégorie, 63 kilos, fracture de la côte en qualif pour Londres, allez, hop, au revoir les Jeux Olympiques, arrivederci, ciao, ok, donc là le monde s'écroule, mais je me dis, allez, je repars pour Rio. Et là, 2013, je reçois le courrier, tu auras 36 ans, donc du haut de tes 36 ans, tu ne peux pas aller à Rio, donc à 33 ans, en pleine forme, parce que j'étais encore championne de France, là on te dit stop. On te dit, bah t'es bien gentil, c'est fini. Donc moi, la rebelle de service, j'y crois encore. Donc j'y retourne, j'appelle le coach, j'appelle le staff, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut me redonner ma chance, de toute façon je partirai, je ferai les championnats de France. Et là on m'a dit très sincèrement, tu feras championne de France chaque année, tu es la meilleure en France, mais on ne te sortira pas. Tourne la page, on mise sur la jeunesse et on ne sortira pas. On mise sur la jeunesse. Donc là, moi, tilt, ok, c'est pas mal aussi. Bah, je suis ancienne, ils misent sur la jeunesse, je suis contente pour ma
la deuxième, donc la vice-championne de France, qui était Mariana Colic, qui était une amie. Je me suis dit, mais c'est génial, ils vont faire sortir Marianne, et c'est génial, elle pourra sortir, elle pourra faire les trucs. Ah non, elle n'est jamais sortie, la pauvre. Donc en plus, c'est même pas, je mise sur la jeunesse pour faire donner... Non, il y a donc un trou en 63 kilos, plus jamais personne. Jusqu'à l'arrivée de Kumba Larocque, qui est maintenant une grande championne. Kumba, tout le monde la connaît, c'est une tueuse. La gamine, ça va être, pour moi, je l'appelle le petit Teddy Riner de la lutte. Ça va être une tueuse, cette gamine. Mais avant, ce sont des personnes qui n'ont jamais été champion de France. Gagny Yalouz m'aurait dit, écoute Audrey, je mise sur la jeunesse, je te demande d'arrêter ta carrière. Un Patrice Mourier, champion du monde et tout. Ok, là c'est du lourd. Le mec qui te dit, passe à autre chose. Vice-champion olympique, le gars quand même. Champion du monde, il passe à autre chose. Mais un mec des TN, qui connaît ni en noir ni en blanc la lutte, qui a jamais franchi un tapis, et qui te dit à toi d'arrêter, ton monde s'écroule. Donc là, dépression. 2013, je tombe en dépression, et je découvre le grappling donc par mon mari, qui me dit, écoute, allez, on repart, et puis passe à autre chose, quoi. On ne pouvait pas faire d'enfants, bah maintenant on peut peut-être faire un enfant, parce que je te rappelle quand même que tu sacrifies, tu n'as pas envie de faire des enfants parce que tu as peur de ne pas revenir. Il y avait ce truc un peu tabou de la grossesse. Si j'avais su, j'aurais eu un enfant et je serais revenue, puisque maintenant on se rend compte que c'est possible. Être maman et revenir au plus haut niveau, c'est possible. Donc voilà, quand on a des modèles, si moi j'avais rencontré des Sarah Ouramoun, j'avais Lise Legrand, quand on a des modèles comme ça de ces femmes qui réussissent en étant maman, ben on y va, on a envie d'y croire. Et voilà, donc là, moi, après, ça a été la dépression. Et c'est le grappling qui m'a sauvée. Et puis l'entreprise, parce que la RATP te permet d'avoir les pieds sur terre. Tu rencontres des gens normaux, qui ont une vie normale, des collègues qui te remettent, ils te mettent sur un piédestal, mais ils te font redescendre très vite. C'est-à-dire dire, OK, bah là, tu reviens au travail, mais tu vas bosser. Tu n'es pas là pour t'entraîner ou je sais pas quoi. Donc, ce qui m'a permis d'avoir les pieds sur terre, c'est ça. L'entreprise, c'était, tu es agent RATP, avant d'être athlète. C'est-à-dire que tu dois travailler 3 mois et demi dans l'année et après, on te libère pour les Jeux. Et ça, c'est énorme parce que ma reconversion professionnelle, j'ai vraiment mis un métier. Je savais que si tout s'arrêtait, j'avais un métier, j'avais un salaire, mais c'est juste énorme. Et ça t'empêche de tomber dans la dépression. Parce que quand tout s'est arrêté, bah moi, l'entreprise était toujours là pour moi. J'avais toujours mon salaire, je partais au travail le matin, donc tu te lèves le matin, tu n'as plus d'objectif dans ta vie. Parce qu'il y a ça aussi. Du jour au lendemain, je me levais le matin, mais je vais faire quoi en fait? Ah ben non, ça va, je vais au travail. Ok, donc tu pars au travail, tu rencontres des gens qui te disent « ce que tu as fait, c'est bien », qui te recentrent un petit peu sur l'essentiel. Ils te remettent dans l'essentiel, ce qui est important dans la vie. C'est pas grave, tu vas rebondir. Ok, que si j'étais restée chez moi à ruminer ou avec encore le milieu de la fédération ou comme tous les autres athlètes qui passent à être entraîneurs. Parce que moi, je voulais être entraîneur. Moi, j'ai postulé, j'ai fait ma demande pour être entraîneur de l'équipe de France féminine. On m'a dit très sincèrement, il y a assez d'entraîneurs, il n'y a pas assez de partenaires, est-ce que tu veux revenir en partenaire? Attends, je ne comprends pas là. Tu peux répéter? Sparring, j'ai peut-être donné assez, quoi. Tu me demandes de refaire la serpillière? Comment te dire? Non. En fait, j'ai acquis des compétences et je peux donner à cette équipe féminine jeune peut-être mes compétences. Oui, mais on a assez de coachs. Oui, mais ok, bon, bah écoutez, bah, très bien, donc c'est pas grave. Vous voyez, il y a ces choses. Et donc, paf, encore une déception. Parce que ce que tu disais, effectivement, je suis présidente de l'US Métro maintenant. J'adore ce que je fais, mais c'est à une échelle d'un club omnisport. C'est du sport loisir, il y a un petit peu de compétition, mais c'est du sport loisir. Le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est tout ce que j'ai vécu, de ne pas avoir pu le mettre en application dans mon propre sport, parce que je dois beaucoup à mon sport. Ça deviendra peut-être dans le futur. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est vrai que je suis toujours en contact avec les filles, quand elles ont besoin de moi, quand elles ont besoin d'un contrat d'insertion, je les mets en contact avec la RATP, j'ai le réseau où je peux les aider comme ça, mais j'ai ce truc où je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans mon sport? Qu'est-ce qui se passe dans ma fédération? C'est normal. Je ne suis pas là. Tu as baigné dedans depuis ta naissance. Et est-ce que des jeunes filles ont peut-être besoin de moi, ont peut-être besoin de nous, les anciennes, pour leur dire, déjà pour les remuer aussi, pour les secouer, et pour leur dire, on est là, vous inquiétez pas, personne ne vous fera du mal. On sera là pour veiller, et pas que mon sport. Hein. Je parle aussi de d'autres athlètes, puisque d'autres athlètes comme moi l'ont vécu. Et je pense qu'on a toute cette frustration en tant qu'ancien athlète de se dire, on aimerait protéger d'autres, on aimerait rendre à notre sport ce qui nous a donné le bon côté. Et c'est frustrant dans l'après-carrière où on met très souvent de côté
les athlètes dès qu'ils ont fini leur carrière. On n'utilise même pas à 10% des capacités les anciens athlètes dans leur propre fédération. Ils sont mis de côté. Alors si tu es le favori de la fédération et que tout se passe bien, tu seras entraîneur, tu seras pris, tu seras dans le staff, mais si tu es un petit peu rebelle, que tu as des valeurs ou que tu vas être capable, tu vas être celui qui va dire bah non, là ça va pas, là, qu'est-ce que vous faites là? Là ça va pas du tout. Bah non, non, non. Il faut pas chambouler les choses. Je peux le comprendre, mais là je parle d'athlètes. Je parle d'athlètes, je parle de leur carrière, je parle de résultats, de médailles. On a tous besoin les uns les autres. On a besoin d'un staff technique, on a besoin d'un coach, on a besoin d'un DTN, on a besoin de tout ça. Mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est plus dur, parce qu'on est tous là pour la même chose. On est tous passionnés par la lutte, par notre sport. Tous. La boxe, on est tous passionnés par notre sport. On veut faire de notre sport quelque chose de merveilleux, que les gens à l'extérieur voient ce qu'on aime de notre sport. On n'a pas envie de faire vivre aux jeunes ce que nous, on a vécu de négatif. Moi, quand je parle aux jeunes et qu'ils me disent « Waouh, mais le haut niveau, c'est génial », ça me fait mal au cœur. Au fond de moi, je leur mens. Mais on ne peut pas leur dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas que ça existe. On ne veut pas qu'il y ait des agressions sexuelles, on ne veut pas qu'il y ait des agressions morales, on ne veut pas de ça. Mais ça reste une question d'homme, avec un grand H. Peu importe le dirigeant que l'on met dans les fédérations, ou l'homme avec un grand H, si cette personne est pourrie, ça va pourrir tout le reste. Ça va pourrir tout le panier de fruits. Et trouver la bonne personne, c'est compliqué. Et les athlètes sont là pour temporiser ces choses-là. Donc mon seul regret, c'est ça. C'est que j'aurais aimé donner plus à mon sport, mais là c'est bien parce que je le donne à plein de sports différents et, voilà, et je m'épanouis dans ce métier. Super. Alors juste pour le dernier petit point, et je vais te dire la même chose. Oui, parce que si tu me laisses parler, moi c'est fini. Voilà, je vais dire, mais en fait je vais te dire la même chose que j'ai dit à Aurélien il y a quelques jours. On va faire une réponse synthétique pour la dernière, n'est-ce pas? Parce que là tu as explosé les compteurs. T'es sûr, synthétique? Oui, sinon je couperai la vidéo. D'accord, il faut que je me concentre. Non, en fait, c'est de toute cette expérience de sportif de haut niveau, ou même maintenant de dirigeante d'un gros club omnisport. Si tu pouvais transmettre un conseil pour les gens qui vont te regarder, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau forcément, qui ne sont pas ceux-ci, mais qui ont besoin aussi d'avoir cette force, cette confiance maintenant que tu as en toi, etc., dans la vie du quotidien, quel serait ce conseil synthétique? Bah, c'est vrai que sportivement ou professionnellement, on a tous des étapes dans la vie et on a tous des obstacles sur notre route. Mais la seule chose qui a été récurrente pour moi et que ça a été un leitmotiv, c'est ce manque de confiance en moi. Quand j'ai repris confiance en moi, il n'y avait presque plus rien qui pouvait m'atteindre. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est professionnellement parlant, c'est-à-dire dans le boulot. Sportivement parlant, qu'on soit amateur ou le haut niveau, il ne faut jamais laisser personne vous abattre et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes rien, que vous n'allez pas y arriver, que vous réussirez jamais dans ce métier, jamais. Et ma seule force, malgré mon manque de confiance en moi, c'est que quand on me le disait, au fond de moi, je ne le croyais pas. Et je voulais absolument démontrer que ce n'était pas vrai. On ne fait pas un âne, un cheval de course, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Tu vois, tu as retrouvé l'expression. Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé l'expression. On ne fait pas un âne, un cheval de course. Quand on te dit ça, il ne faut pas se laisser abattre. Et dans le milieu professionnel, mais non, tu n'y arriveras jamais. Moi, on m'a dit agent de sécurité. Agent de sécurité à la RATP. J'étais entraîneur. Faut être fou. Non. Il faut toujours y croire. Il ne faut jamais laisser personne nous rabaisser. Que ce soit les conjoints, que ce soit la famille, que ce soit... Ne jamais laisser personne nous rabaisser. Jamais. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est quelqu'un qui veut vous enfoncer. Ce n'est pas quelqu'un qui vous tire vers le haut. C'est juste, voilà, plus simple. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous amènent là où vous devriez être, c'est-à-dire au sommet. C'était le revers de la médaille. C'était pas très synthétique. Non, c'est très bien. Le revers de la médaille. Audrey, mille merci pour tout. Merci Gisela, merci pour ça. Merci.